Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Nous vous avions interrogé il y a un peu plus d'un an, en décembre 2022, sur la guerre en Ukraine et l'économie russe. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière entrevue sur cette guerre, dans cette guerre, que ce soit au niveau économique, militaire, et est-ce que les prédictions des plateaux télé se sont vérifiées? Alors économiquement, il est clair que la situation de la Russie a continué de s'améliorer. Je vous avais déjà dit qu'on pensait que les sanctions avaient eu un choc relativement faible sur l'économie russe. Ça a été confirmé, même au-delà de ce qu'on pouvait penser, puisque le choc est actuellement estimé par les institutions internationales à moins 1,2% de PIB. C'est très faible hein, quand on pense que les premières estimations qui avaient été publiées par des instances occidentales tablaient sur moins 10% du PIB, donc on est vraiment quasiment au dixième de cela. Et par ailleurs, nous avons les chiffres de la croissance qui a eu lieu en 2023 et qui sont, eux, extrêmement intéressants, puisque la croissance semble devoir se situer entre 3 et 4%. Le ministère russe du développement économique annonce 3,6%. Le même chiffre est annoncé par l'équivalent de l'INSEE russe qui est Rostat. Le Fonds monétaire international lui annonce 3%, mais indique qu'il sera amené certainement à réviser à la hausse son chiffre. Et il y a toute une série de collègues statisticiens qui estiment que très probablement la croissance pour 2023 aura été plus près de 4% que de 3,6%. Donc voilà, on est sur un tableau qui est largement positif pour l'économie. Alors bien sûr, une partie de cette croissance est liée à la production militaire, probablement entre 35 et 40%, si on en croit une étude qui vient d'être faite, enfin qui vient d'être publiée plus précisément par la Bank of Finland. Mais ça veut dire que les 60%, ça dépend de l'économie civile, c'est lié à la forte demande. Donc voilà, la Russie a amplement récupéré du choc des sanctions. Par ailleurs, la Russie maintient un taux d'investissement très élevé, même plus élevé qu'en 2022. En 2022, elle avait fait à peu près 4% d'investissement. Et là, elle va refaire, enfin, elle a refait en 2023 plus de 7,5% d'investissement. C'est un chiffre très 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 important. Donc ça veut dire que la croissance va continuer en 2024 et probablement en 2025. Ça a des traductions évidemment d'un point de vue militaire. D'abord, dans la capacité de la Russie à produire en masse de l'équipement, des munitions, des armes. Bon, on le voit. Alors, au début de 2023, la production de munitions lourdes, autrement dit d'obus de 152 mm, avait dépassé les 2 millions d'unités par an. On était sur un rythme donc de l'ordre de 170 000 par mois. Il semble qu'à la fin de l'année 2023, on s'approchait des 3 millions. Et quand on voit la montée en puissance de la production, il est probable que l'on sera en juin 2024 autour de 3 millions 3, 3 millions 6. Alors, je répète, ce sont des chiffres annuels, et donc ça veut dire que on sera à des niveaux de production mensuels de l'ordre de attendez, c'est facile de faire le calcul, autour de 300 000 obus par mois. Par mois. Donc voilà, ça, c'est évidemment un fait très important. Par rapport à ça, eh bien, sur le terrain, on voit que la situation se dégrade maintenant de manière rapide pour les forces ukrainiennes. Alors, il y a eu deux moments importants. Le premier moment, c'est l'échec de la contre-offensive qui a été menée cet été. Échec qui était largement prévisible, mais malgré tout, dans la presse occidentale, on avait maintenu le discours que oui, la contre-offensive pouvait percer les défenses russes, pouvait mettre l'armée russe en difficulté. Ça n'a pas du tout été le cas. Et puis il y a un deuxième tournant, ou un tournant peut-être inclus dans ce tournant de l'échec de la contre-offensive, c'est le fait que les réserves humaines et de matériel de l'armée ukrainienne
ont été très largement dépensés lors de cette contre-offensive, ce qui fait que désormais l'armée ukrainienne souffre d'un manque de munitions évident et d'un manque de personnel. Des sources relativement sûres indiquent que les pertes humaines de l'armée ukrainienne, alors pertes, c'est pas que les morts, hein, c'est aussi c'est grave, on considère comme perte tout soldat qui ne peut pas revenir dans son unité. Donc les pertes humaines de l'armée ukrainienne sont de 2 à 3 fois supérieures aux nouveaux engagements dans l'armée. Autrement dit, l'armée ukrainienne ne renouvelle pas ses effectifs et elle est obligée de se battre à effectifs décroissants. Par ailleurs, on sait que les Ukrainiens ont mobilisé des gens relativement jeunes, qu'ils n'ont pas eu le temps de les entraîner, ce qui fait une différence, parce que les troupes qui se sont battues lors de la contre-offensive avaient été relativement bien entraînées. Hein. Là, aujourd'hui, le niveau d'entraînement a beaucoup baissé. Quand vous regardez sur les fils ukrainiens, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Telegram, vous avez des blogueurs militaires ukrainiens qui parlent d'un niveau d'entraînement de l'ordre d'un mois, ce qui est assez ridicule. Et donc, évidemment, les pertes humaines sont en conséquence. Parce que quand vous envoyez des soldats avec si peu d'entraînement au front, le niveau des pertes augmente corrélativement. Et donc, tout ceci est en train, je dirais, de s'accumuler. C'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir perdu la ville d'Avdiivka, l'armée ukrainienne n'arrive pas à reconstituer des lignes de défense solides. Donc voilà, on est dans une situation où l'armée russe est à l'offensive. Bien sûr, c'est une offensive limitée. Les gains territoriaux sont faibles, mais constants. Mais constants, c'est un point important. Donc ça veut dire que l'armée russe gagne en terrain environ 1 à 2 km par jour sur un front de 50 à 80 km par jour. Donc, à un moment donné, ça va commencer à compter. Et surtout, l'épuisement de l'armée ukrainienne laisse ouverte la possibilité d'un effondrement. Alors là, non plus d'un épuisement, mais d'un effondrement parce que les meilleures unités auront été dépensées à la fin du printemps ou au début de l'été. En réalité, normalement, dans les conditions actuelles, le gouvernement ukrainien devrait chercher à négocier avec la Russie. Il devrait chercher à négocier avec la Russie tant qu'il a encore les capacités de défendre, même en reculant, mais de défendre une ligne de front. Une fois que la ligne de front sera percée, il n'y aura plus grand-chose malheureusement à négocier. Donc voilà, normalement, le gouvernement ukrainien devrait négocier maintenant. Il ne le fait pas. Une partie des Ukrainiens, qui étaient pourtant des soutiens de Zelensky, qui se sont éloignés de lui l'année dernière, commence à dire qu'il y a un vrai risque pour la survie en tant qu'État de l'Ukraine. Et je pense que c'est ça le véritable problème. Quoi qu'en disent les Russes, cette guerre n'était pas une guerre existentielle, ou en tous les cas, pas au sens existentiel de survie du territoire russe pour la Russie. Elle l'est pour l'Ukraine. Elle l'est désormais pour l'Ukraine, un pays dont la population a perdu grosso modo 12 millions d'habitants, peut-être plus, entre l'émigration dans l'Union européenne, en Turquie et en Russie. Et donc on voit bien que les perspectives sont de plus en plus inquiétantes. D'ailleurs, une partie de la presse occidentale s'en fait l'écho. Pas de la presse française, bien sûr, mais de la presse américaine, de la presse britannique. Quand vous lisez les articles, vous avez désormais une forme de reconnaissance très nette que l'armée ukrainienne se bat, certes, elle continue de se battre, mais elle se bat avec une efficacité qui est en train de diminuer assez rapidement. Vladimir Poutine vient d'être interrogé par le journaliste américain Tucker Carlson. Ça a eu lieu il y a grosso modo 3 semaines.
L'entretien a déjà été visionné par des centaines de millions de personnes. Est-ce que cela révèle un certain infléchissement dans une partie de l'establishment occidental, un certain retour à la réalité dans une partie de l'opinion, ou est-ce que c'est autre chose? Il y a ce retour à la réalité, mais ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'interview réalisée par Tucker Carlson. Euh, Tucker Carlson, bon, il faut le savoir, hein, c'est un éditorialiste situé très à droite sur l'échelle américaine, grand soutien de Donald Trump par ailleurs. Bon, et il a décidé de faire un coup politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son coup politique a fonctionné. Il a obtenu une longue interview de Vladimir Poutine. Cette interview, en dépit de toutes les tentatives qui ont été faites aux États-Unis pour la censurer ou pour la couper, est passée dans son intégralité et elle a été effectivement visionnée par des centaines de millions de gens. Donc c'est un succès absolument considérable, mais ce n'est pas ça qui démontre, je dirais, une inflexion dans la position des médias occidentaux. C'est beaucoup plus la multiplication d'articles. Alors, aux États-Unis, dans le New York Times, dans le Washington Post, dans Foreign Affairs, en Angleterre, dans le Guardian. Puis après, quand vous regardez une autre presse, vous voyez qu'il y a des articles un petit peu dans le même sens qui commencent à être publiés dans le Spiegel, bon, etc., dans les grands journaux allemands, et qui commencent à dire, voilà, les Ukrainiens ont perdu. Après, là où il y a toujours un débat, c'est jusqu'à quel point ont-ils perdu? Et ça aussi, il faut le dire, ça dépend beaucoup du comportement du gouvernement ukrainien. Et j'en reviens à ce que je viens de vous dire, c'est que il vaut mieux négocier avant d'être sûr d'avoir perdu que quand on est absolument sûr d'avoir perdu. Parce que quand on est sûr d'avoir perdu, il n'y a plus grand-chose à négocier en réalité. Et donc, normalement, le gouvernement ukrainien devrait prendre la décision à temps. Il ne la prend pas. Alors, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a aussi la reconnaissance. Bon, que l'Ukraine est perdue, ça commence à se savoir, mais surtout que les pays occidentaux n'ont plus les moyens de soutenir l'Ukraine. Alors, ils n'ont plus les moyens, pas simplement qu'ils ne veulent pas. Le problème peut se poser pour les États-Unis. Parce que pour les États-Unis, ce pays est confronté à 3 urgences stratégiques. Il y a l'urgence ukrainienne, il y a l'urgence au Moyen-Orient, et il y a l'urgence potentielle à Taïwan. En réalité, du point de vue des intérêts américains, la question de Taïwan est de très loin supérieure aux deux autres, si vous voulez. Parce que l'industrie taïwanaise approvisionne, en particulier en microprocesseurs, plus de la moitié de la production américaine. Perdre Taïwan pour les États-Unis est une véritable catastrophe stratégique. Perdre l'Ukraine, que d'ailleurs ils ne contrôlaient pas, en réalité, ce n'est pas une catastrophe stratégique. Donc, dans l'ordre des priorités aux États-Unis, on voit très bien Taïwan, le Moyen-Orient et l'Ukraine tout en bas des priorités. Donc, pour les États-Unis, oui, il y a un vrai changement d'opinion. Pour l'Union européenne, non, il n'y a pas de changement pour l'instant. Par contre, l'Union européenne se rend compte qu'elle n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine. Pas une question de moyens financiers. On continuera à donner des milliards d'euros à l'Ukraine, le problème n'est pas là. Mais c'est des moyens matériels. Le fameux plan qui avait été élaboré par M. Thierry Breton de cette coalition pour produire des munitions en Europe est resté lettre morte. Et c'est resté lettre morte parce que, eh bien, nous n'avons pas les capacités de production, nous n'avons pas les produits chimiques nécessaires pour produire des obus. Un obus, ça consomme de la chimie dans la propulsion, et ça consomme évidemment de la chimie dans la tête, dans l'ogive quand elle explose. Sur ces deux types de produits chimiques, l'Europe n'en a pas assez. Par ailleurs, on se rend compte que l'Europe ayant décidé un embargo par rapport au coton exporté par la Chine, parce que le coton vient du Xinjiang, et que l'on dit non, non, c'est du travail forcé. Bon, je passe là-dessus. Eh bien, on n'a plus de quoi de faire de la nitrocellulose. Hein. Grosso modo, la nitrocellulose, pour les dire vite, c'est de la nitroglycérine et du coton. Voilà,
on n'a pas assez de nitroglycérine et on n'a plus de coton. Qu'est-ce qu'on fait? Bref, résultat des courses, l'Europe a été capable de fournir 300 000 obus à l'Ukraine. Je rappelle que les niveaux de production de la Russie, c'est en millions. Bon, 300 000 obus à l'Ukraine, et elle s'avère incapable d'atteindre son objectif de production qui était de 1 million d'obus par an. Elle s'avère incapable de l'atteindre en 2024 et peut-être en 2025. Il faudrait donc attendre 2026 pour que ce niveau soit atteint. Bon, voilà. 2026, il sera à l'évidence trop tard. La question sera réglée. On a la même situation aux États-Unis, plus le fait que l'Ukraine est aujourd'hui très bas dans l'échelle des priorités américaines. Donc il y a un vrai problème. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'il n'y a pas de dirigeant européen qui soit capable de dire à son opinion publique, c'est pas qu'on ne veuille pas soutenir l'Ukraine. Nous n'en avons pas les moyens. Notre industrie n'est pas capable de monter en production avant d'être reconstruite. Et cette reconstruction pourrait prendre 3, 4, 5 ans. On ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore pensé à la reconstruction de l'industrie européenne. Bon. Mais c'est la première chose à faire si on veut, un jour, être capable d'atteindre les niveaux de production de munitions et d'armement de la Russie. Donc tout ceci me semble très significatif d'un état d'esprit général, enfin, en tous les cas, chez les femmes et les hommes politiques, où on se comporte comme si on était des bourgeois dans un supermarché. Alors j'ai dit des bourgeois, pourquoi? Parce qu'on a de l'argent. Oui, bien sûr, l'Union européenne a beaucoup d'argent. Donc on se dit, ah ben voilà, on n'a qu'à arriver dans le supermarché, puis on va pouvoir acheter telle chose, telle chose, telle chose. Non. Dans la vie réelle, les productions militaires, que ce soit les armes, que ce soit les obus, que ce soit les missiles, ce ne sont pas des choses qui sont sur étagère dans un supermarché. C'est des choses qu'il faut produire avec des délais de production qui sont plus ou moins longs et qui dépendent d'ailleurs de la nature des travailleurs. Est-ce que ce sont des travailleurs bien formés ou est-ce qu'il faut recruter des nouveaux travailleurs et les former? Donc il y a aussi cette dimension humaine qui n'a pas été prise en compte. Et donc, l'Union européenne s'avère incapable même d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en 2022 et 2023. Bon. Après, comment est-ce que les femmes et les hommes politiques vont-ils s'adapter à cette situation? Ça, on va le voir dans les semaines qui viennent. Les médias de l'Union européenne insistent de plus en plus sur la nécessité de se préparer à une guerre ouverte contre la Russie d'ici 10 à 20 ans. Ce discours inquiétant vous paraît-il refléter une réelle dynamique à l'œuvre dans l'Europe occidentale, ou est-ce que cela reflète simplement un sentiment d'impuissance chez des dirigeants européens paniqués à l'idée de voir la Russie gagner en cas de désengagement des États-Unis? Alors, tout d'abord, ça répond à l'évidence à un problème de très court terme. Bon, puisque l'on est en train de perdre et d'admettre qu'on est intervenu, parce que c'est aussi ça, le problème qui se pose derrière, face à la Russie, on se dit, mais c'est très grave, la Russie, si elle gagne, elle risque de vouloir aller plus loin. Bon, mais après, il y a une incohérence dans ce discours. En réalité, si la Russie est effectivement dans cette mentalité qui consiste à dire, si je gagne là, je pousse mon avantage plus loin. C'est pas à 10 mois, à 10 ans, c'est pas à 20 ans que se pose le problème. C'est à 18 mois. Bon. Si on pense que les dirigeants russes sont conscients quand même du fait qu'il y a deux puissances nucléaires en Europe, la Grande-Bretagne et la France, et que cela, d'une certaine manière, interdit de pousser son avantage. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la Russie peut avancer, alors jusqu'à quel point ça reste à déterminer en Ukraine, mais qu'elle n'avancera pas au-delà de l'Ukraine. Tout simplement parce qu'à ce moment-là se pose la question
de la dissuasion nucléaire. À ce moment-là, on se dit, le problème n'est pas d'une guerre éventuelle à 10 ou à 20 ans. Le problème, c'est de constituer une défense conventionnelle qui soit suffisamment forte pour jouer son rôle d'avertissement dans un cas d'un conflit éventuel avec la Russie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le fait d'avoir la dissuasion nucléaire n'exclut pas le fait d'avoir une défense conventionnelle importante. Problème qui était parfaitement compris quand la doctrine de dissuasion nucléaire a été élaborée en France. La doctrine de dissuasion nucléaire, dans les années 60, 70 et au début des années 80, c'était le jour où l'armée soviétique franchit le Rhin, messieurs les soviétiques, vous avez le risque de vous prendre des armes nucléaires sur la figure. Bon. Mais quand on dit l'armée soviétique franchit le Rhin, s'il s'agit d'une incursion de quelques centaines ou de quelques milliers d'hommes, on ne va pas déclencher le feu nucléaire pour ça. Donc ça veut dire que la dimension conventionnelle des forces françaises doit être suffisante pour tester la volonté de l'adversaire. Est-ce que vous voulez vraiment envahir complètement notre territoire ou est-ce qu'on est en fait sur des questions, je dirais, de frontières, du gros incident de frontière, mais pas plus. Bon, on ne va pas déclencher une guerre nucléaire pour un gros incident de frontière. Par contre, s'il y a une volonté d'invasion, oui. Et donc, ça veut dire effectivement remonter les capacités de l'armée conventionnelle. Même ça, effectivement, ça demandera plus de 10 ans. Parce que les capacités des armées conventionnelles sont tombées tellement bas depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on est à l'os. Et dans certains pays, on est même au-delà. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. La marine britannique, qui était pourtant, dans la défense britannique, la dernière chose à sacrifier, c'était la marine. La Grande-Bretagne est une puissance navale. Fondamentalement, ils sont incapables de maintenir en service une partie de leurs navires, parce qu'ils manquent d'hommes. Ils manquent de personnel qualifié qui soit capable de faire fonctionner ces navires. Bon. C'est un énorme problème. Donc voilà, même en mettant les choses au pire, même en admettant que les autorités russes soient potentiellement agressives, chose dont je ne suis absolument pas persuadé. Je pense que les autorités russes, aujourd'hui, avaient un problème spécifique à régler avec l'Ukraine et avec la présence des Occidentaux en Ukraine, mais que leur réflexion ne va pas au-delà. Bien. Mais même en admettant, voilà, oui, en fait, ils veulent envahir l'Europe. Pourquoi faire, d'ailleurs? Autre problème. Mais bon, admettons, ils veulent envahir l'Europe. On voit très bien que la dissuasion nucléaire, là, joue face à une invasion en grand style. Bon. Donc, c'est pas la question de se... Ça ne sert à rien de se poser la question en termes de, oui, une guerre possible, probable, est à penser à un horizon de 10 à 20 ans. Par contre, ce qu'il faut penser dans un horizon effectivement de 10 à 20 ans, c'est une remontée des capacités, je dirais, militaires conventionnelles pour être sûr des intentions de l'autre. Si le problème auquel on est confronté est un problème, je dirais, d'ajustement frontalier, ça ne vaut pas la peine de passer au nucléaire, évidemment, et on ne passera pas au nucléaire pour ça, et donc ça peut se régler, ça peut même être dissuasif face à l'adversaire. Mais c'est comme ça qu'il faut le penser, il ne faut pas le penser en termes de guerre. Et là, ce qui est typique, c'est le retour à une mentalité qui est une mentalité d'avant la Seconde Guerre mondiale. Or, bon, c'est bien beau d'avoir ce type de mentalité, mais c'est ne pas tenir compte, je dirais, des changements fondamentaux
qu'il y a eu dans le domaine militaire, en particulier avec l'atome. Et prenons le cas d'une bataille conventionnelle, non nucléaire, sur le territoire de l'Allemagne. Il y a toute une série de centrales nucléaires qui continuent de fonctionner en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., qui font que, en réalité, un combat conventionnel porte à tout moment le risque de déclencher des effets nucléaires, même non voulus, pas la décision des Russes ou la décision des Allemands d'utiliser l'arme nucléaire, mais qu'est-ce qui se passe si une centrale nucléaire est atteinte par une bombe de gros calibre? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est en réalité un effet de dissuasion immédiat. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas d'invasion russe et il n'y aura pas de bataille à haute intensité sur le territoire allemand. Donc, regardons plutôt les causes idéologiques qui font que l'on pose les questions en ces termes, et on voit très bien que, idéologiquement, c'est un discours qui ne fait sens qu'à partir du moment où on prend conscience, justement, que nos gouvernements, pas nous, nous, on ne nous a jamais demandé notre avis, hein, mais que nos gouvernements sont en train de comprendre qu'ils ont été face à un échec sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, je reviens à mon point de départ, c'est une réaction de communication et de communication politique, ce n'est pas quelque chose de sérieux. L'effacement diplomatique de la France est particulièrement remarqué devant ce conflit. Comment expliquer à la fois l'amateurisme de nos dirigeants et de Macron, qui s'est illustré récemment par des déclarations spectaculaires et contradictoires, mais aussi la médiocrité de notre presse en comparaison avec les autres médias occidentaux, en particulier anglo-saxons, et notre rupture scientifique absurde avec les chercheurs russes en sciences sociales, en histoire, etc. Alors attention, il y a plusieurs niveaux là. L'effacement diplomatique, oui. Et il ne date pas du pataquès lié aux déclarations relativement récentes d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Bon. En réalité, on voit que la diplomatie, enfin, l'action politique à l'étranger de la France est prise en otage par un comportement erratique et très amateur de la part du président et de ses conseillers immédiats. On a quand même plusieurs exemples. Sur la guerre en Ukraine, la décision de révéler le contenu des discussions téléphoniques avec Vladimir Poutine. Le résultat, c'est que désormais les Russes s'abstiennent d'établir des relations à haut niveau avec le gouvernement français. 2. La tentative au printemps dernier de se faire inviter au sommet des BRICS. Alors, je ne dis pas que c'était une mauvaise idée. L'idée, dans son principe, était tout à fait défendable. Effectivement, je pense que ça aurait pu être intéressant que la France assiste comme observateur au sommet des BRICS. Seulement, une fois qu'on a ça dans l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On commence à envoyer des émissaires diplomatiques en Chine, en Inde, en Russie, au Brésil et en Afrique du Sud. Et, comme on dit dans le milieu, on tâte le terrain. On discute. Est-ce que ça sera pour cette fois-ci? Est-ce que ça sera pour la fois suivante? À quelles conditions? Bon. Et une fois que l'on a obtenu, si ce n'est un accord, en tous les cas, une déclaration, on n'est pas opposé, là, le président fait sa déclaration. Mais la manière dont la déclaration a été faite par Emmanuel Macron, ça a été un grand n'importe quoi. C'est « oui, je veux aller à Johannesburg ». Bah, tout le monde lui a dit « bah non, mon coco, t'es pas invité, t'es pas sur la liste des invités, tu vas pas taper l'incruste, quoi. Il y a un minimum de règles de savoir-vivre au niveau international. » Bon. Donc, si on met tous ces éléments, dont la déclaration sur un potentiel envoi de troupes au sol, cette déclaration, le lundi 4 mars,
Macron est revenu dessus pour dire non, il n'est pas du tout question d'envoyer des troupes. Alors pourquoi tu l'as dit, pourquoi tu avais dit 10 jours avant que c'était une possibilité éventuelle? C'est n'importe quoi. Bon. Donc, en fait, on voit qu'il y a une forme de continuité et qui montre effectivement un très grand amateurisme. Alors, tout d'abord, il faut toujours se souvenir que ce gouvernement et ce président a fait de l'amateurisme, d'une certaine manière, quelque chose de positif. Il disait, oui, soyez fiers d'être des amateurs. Autrement dit, c'est le côté néo-populiste qu'on a chez Macron, qui veut opposer des amateurs doués aux anciens professionnels du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Finances, etc., etc. Il y a un moment donné où l'expérience, la connaissance d'un corps de règles international commun, bah oui, ça sert. Donc là, on a un problème. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose peut-être de plus personnel, qui tient plus à la personnalité de Macron, parce que l'autre c'était une dynamique politique. Hein. Il ne faut jamais oublier que l'élection de Macron, c'est ça qui est très drôle, c'est que dans son élection, il dit toujours qu'il lutte contre le populisme. Mais en réalité, son mouvement est un mouvement de nature néo-populiste au départ. Et donc, il prétend lutter contre ce dont il est lui-même l'expression. Et donc ça, c'est un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné dans les ambiguïtés de Macron. Après, il y a le problème de la personne elle-même, qui, ayant réussi au niveau français, finalement sans trop d'opposition, parce que oui, il a fait éclater la gauche, il a fait éclater la droite, bon, etc. Il a imposé une forme de recomposition de l'espace politique, et il se dit, bah voilà, moi je vais pouvoir faire la même chose au niveau international. Sauf que entre l'espace politique national et l'espace politique international, il n'y a pas de solution de continuité. L'espace politique international n'est pas un grand espace politique national. C'est au contraire un espace politique qui est structuré par l'existence d'États, et non par l'existence de forces politiques, mais par l'existence d'États, avec leurs intérêts de long terme, avec leurs traditions politiques, leur modus operandi politique, qui est différent entre chaque État, même s'ils peuvent par moments avoir des conjonctions d'intérêts. C'est pas pour autant que les Russes opéreront comme les Américains ou opéreront comme les Chinois. Ils ont des modus operandi qu'on peut assez facilement déterminer. Et donc, ça demande une réelle expertise. Troisième niveau, la domination progressive de la communication sur la politique. Et là, c'est une forme d'évolution, ou même d'involution, en termes d'évolution négative, que l'on observe dans toute une série de pays européens. C'est le fait que désormais, les gouvernants ayant de moins en moins la capacité à réellement faire bouger les choses. Alors, soit parce qu'il y a un cadre international qui les contraint, c'est le problème de l'Union européenne, soit parce qu'ils se retrouvent face à des forces politiques qui aboutissent à des situations de blocage. Bon. S'en remettre de plus en plus à des effets de communication vis-à-vis de leur population, beaucoup plus qu'à des effets politiques, hein, disons des programmes politiques réels. Et cela ne peut qu'entretenir cette dimension du néopopulisme macronien qui va être de s'opposer ou d'opposer plus exactement des gens jeunes, supposés brillants, supposés déterminés, aux anciens experts des administrations, là où les administrations fonctionnent ou continuent de fonctionner. Et ça, c'est un problème. Alors, le problème n'existe pas qu'en France. On le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit aux Pays-Bas, où très souvent, il y a plusieurs cas où les dirigeants prennent des décisions, puis tout d'un coup, sont stupéfaits par les conséquences des décisions qu'ils ont prises, ou en tous les cas qu'ils ont annoncées, plus précisément. Donc, c'est un phénomène qui dépasse
le cas de la France, qui est général, mais qui prend en France un tour évidemment particulier parce que nous avons un pouvoir politique qui, d'une certaine manière, s'est construit sur ce néo-populisme. Alors que ce n'est pas exactement le cas en Allemagne, où on a quand même des partis traditionnels, hein, que ce soit le SPD, que ce soit la CDU, CSU, que ce soit même les Verts allemands, c'est un parti qui existe depuis pratiquement 40 ans, donc bon, tradition. Donc ne jamais oublier cette importance donc du néopopulisme macronien dans le tour particulier que prend cette tendance à la domination de la communication sur l'expertise en France. Quatrième niveau. En ce qui concerne la Russie, il y a eu une réelle perte d'expertise. Et j'en veux pour preuve le fait que, avec mon centre, nous étions l'un des centres de référence dans les années 90 et au début des années 2000, puis que le pouvoir politique, alors le pouvoir politique, ça a commencé avec Jacques Chirac, ça a continué avec Nicolas Sarkozy, ça a continué avec Hollande. Bon, de ce point de vue-là, ce n'est pas une question de l'appartenance politique, mais c'est le pouvoir politique au sens général du terme, a considéré, que la question de la Russie n'était plus prioritaire, donc on ne forme plus de gens. Si vous voulez, et vous regardez, dans les thèses qui ont été soutenues ces 20 ou ces 25 dernières années, vous avez beaucoup plus de thèses en histoire des idées, en sociologie sur la Russie, en histoire des religions. Je ne dis pas que ce ne soit pas intéressant, bon, que de thèses en économie ou en sciences politiques. Ça, à un moment donné, ça se paye. Si vous voulez, ça se paye. Ça se paye d'autant plus qu'un phénomène du même ordre a touché d'autres pays. Par exemple, quand je fais ma propre thèse en 1985, il y avait en fait assez peu de gens connaissant bien l'Union soviétique. Mais on pouvait s'appuyer sur, je dirais, un stock de connaissances et un stock de travaux qui étaient faits aux États-Unis. Alors bien sûr, vous allez dire, bon, c'est très idéologique, oui, bien sûr. Bon, ce n'était pas moins idéologique en France, hein. Bon, mais globalement, il y avait de la compétence dans ces travaux. Et vous pouviez tout à fait dire, bon, ça c'est idéologique, par contre, ça, oui, le gars il a bossé là-dessus, ou la femme, parce qu'il y avait des femmes, par exemple, Nancy Nimitz, bon, nom qui est maintenant complètement oublié, mais elle avait fait des travaux dans les années 50 et au début des années 60. C'était des travaux extrêmement sérieux, très bien documentés. Bon. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis eux-mêmes, il y a eu cette perte de compétences. Et ce qui aboutit à cette situation évidemment très inquiétante, qu'aujourd'hui, la place est tout à fait libre à des idéologues et qu'il n'y a plus cette espèce de rappel à la réalité qui, par exemple, même dans les années 70, début des années 80, par exemple, quand Reagan a dit non, on va étrangler l'Union soviétique en s'attaquant au commerce à haute technologie avec l'URSS. Ben, vous avez un professeur de Harvard qui a produit une étude et qui a dit ben, le domaine des hautes technologies occidentales joue peut-être à 4% du PIB russe, pas plus. Donc, oui, on peut leur faire mal, mais désarticuler leur système économique, certainement pas. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient suffisamment de connaissances et de compétences pour à un moment dire non. Là, on est purement dans du discours idéologique. On n'est pas dans du discours réel. Et ça manque. Et ça, aujourd'hui, c'est un grand manque. Alors, après, sur la question purement franco-française, nous avons une presse de mauvaise qualité. Ben, c'est pas une nouvelle. Hein. Ça, on le sait maintenant depuis 2 voire 3 décennies.
la perte de qualité dans la presse française, c'est une évidence. Bon, en tous les cas, dans les journaux traditionnels, Le Figaro n'est même plus ce qu'il était autrefois. C'était, oui, bien sûr, un journal conservateur, défendant, bon, mais qui pouvait sortir, alors que ce soit en économie, ou même que ce soit par exemple sur le domaine politique, des choses qui étaient discutables. Je dis discutables au sens, il y avait matière à discuter dessus. Je suis désolé, un éditorial de Raymond Aron, même si je ne porte pas Raymond Aron dans mon cœur, si vous voulez, bon, mais c'était pas vide. Il y avait vraiment matière à discuter. Bon. Aujourd'hui, Le Figaro, c'est soit de la reprise de dépêches d'agence, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de journaux, ils se contentent de reprendre et de recopier les dépêches d'agence, il n'y a plus beaucoup d'analyse. Le Monde, même chose. Le Monde, depuis 20 ans, a cédé à une forme de sensationnalisme, mais aussi a perdu de la substance réelle. Et il faut savoir que la raison de ce changement, alors qui affecte beaucoup d'autres journaux, pas simplement ces deux-là, hein, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour des questions de coût, on a démantelé la structure en, je dirais, département par pays, ou département, ou grand département par thème, de ces journaux. Ce qui fait que très souvent, et ça explique la reprise des dépêches d'agence, hein, les journalistes sont des gens qui connaissent très mal la question sur laquelle ils doivent intervenir. Et comme ils la connaissent très mal, bah, ils font ce que fait toute personne un petit peu sensée. Ils se disent, ah, il y a une dépêche d'agence, donc je vais me baser dessus. Mais en fait, il y a 30 ans ou 40 ans, les journalistes, ils regardaient la dépêche d'agence et puis ils commençaient à faire des recherches eux-mêmes. Puis ils regardaient si ça correspondait ou ça ne correspondait pas à la dépêche d'agence. Et ça a complètement disparu. Ajoutons à ce phénomène le fait qu'il y a une presse qui est une presse de dénigrement qui s'est constituée, alors à droite comme à gauche. Vous avez des organes de presse, je ne donnerai pas de nom, mais qui font comme fonds de commerce le fait de monter des campagnes de dénigrement contre soit des positions politiques, soit même ad hominem, contre des personnes. Ça, c'est quelque chose, alors qui n'est pas complètement nouveau. Hein. On avait dans la presse française des années 20 et des années 30 ce type de publication, mais justement, ce qui s'était passé après la Résistance, c'est que ces publications, elles avaient été balayées. Hein. On avait considéré que c'était d'ailleurs l'une des causes de la crise morale et politique de l'entre-deux-guerres. Et donc, on avait balayé d'une main extrêmement ferme ces publications. Or, ce que l'on constate, c'est depuis 20-30 ans, la renaissance de cette presse qui, évidemment, cherche ses consignes au plus offrant. Alors, dire qu'ils sont à l'ordre du pouvoir ou qu'ils sont à l'ordre de tel ou tel oligarque, mais en réalité, ils cherchent qui leur assurera pas nécessairement le plus d'argent, mais le meilleur statut. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses dans la décomposition de la presse française. Comment a évolué la société russe depuis 2 ans? Comment est-ce que les Russes perçoivent l'évolution de la guerre, la possibilité ou non de rebâtir des relations saines avec l'Occident dans les années à venir? Est-ce qu'il y a une lassitude de la guerre ou est-ce qu'au contraire la perspective de s'emparer de tout le sud de l'Ukraine, enfin, ce qu'ils appellent la Nouvelle-Russie, est désormais acceptée, quitte à subir des pertes lourdes dans les années à venir? Alors, ce qui est clair, c'est que l'opinion russe, dans sa majorité, fait aujourd'hui confiance au gouvernement russe pour la conduite de la guerre. Ce n'était pas acquis. En 2022, à cause
d'ailleurs d'erreurs qui ont été commises sur le terrain militaire, il y avait en Russie la présence d'une opposition plus radicale que le gouvernement, qui considérait que le gouvernement n'en faisait pas assez, bon, etc. Bien. Ce type d'opinion a beaucoup diminué en 2023, tout simplement parce que la qualité du commandement a augmenté, et parce que le gouvernement était capable de dire, mais attendez, est-ce que vous feriez mieux que nous sur tel terrain? Est-ce que vous feriez mieux que nous sur l'économie, etc. Non. Bon. Donc, le résultat, c'est que les gens, mais il faut savoir de quels gens on parle aussi, hein, considèrent que désormais, ce que fait le gouvernement est bien. Alors, ça veut dire que si le gouvernement décide d'aller plus loin et décide d'imposer des conditions draconiennes à l'Ukraine, il sera soutenu. S'il décide de négocier une paix maintenant en conservant les territoires qui ont été acquis, il sera aussi soutenu. C'est important. C'est un soutien au gouvernement, ce n'est pas nécessairement un soutien à des objectifs de guerre qui d'ailleurs n'ont jamais été définis. C'est un point aussi extrêmement important. Après je vous dis, oui, de quelle Russe parle-t-on? Ben oui, il y a, vous avez une minorité d'environ 15 à 20 millions de Russes qui sont très occidentalisés, puis vous avez une grande partie de la population qui vit hors des grandes métropoles, Moscou, Saint-Pétersbourg, à un moindre niveau Nijni Novgorod et Kazan, bon, et qui, je dirais, cette partie de la Russie périphérique, hein, petit clin d'œil aux travaux de Guy Lui, elle a un soutien évident par rapport au gouvernement et par rapport à Vladimir Poutine. Certainement moins dans les milieux plus occidentalisés, mais je répète, ces milieux occidentalisés sont une faible minorité en Russie. Après, il y a un autre problème, c'est que la guerre a enrichi les plus pauvres de la société russe. C'est assez brutal de le dire en tant que tel, mais c'est vrai. La situation créée par la guerre, par les sanctions, etc., bon, donnait lieu à une réponse du gouvernement qui engendre une activité importante de l'économie, et donc les salaires nominaux et réels augmentent très fortement. Et ils augmentent d'autant plus qu'on est dans l'industrie et pas dans les services. Donc ça, c'est quand même un fait extrêmement important. Ajoutons à cela toutes les aides que consent le gouvernement, alors que ce soit sur les allocations familiales, que ce soit sur les hypothèques qui sont faites soit à des taux privilégiés, soit même dont la totalité des intérêts sont repris par les autorités publiques. L'exemption de dette ou le rachat des dettes des entreprises. Bon. Il y a toute une série de mécanismes qui aujourd'hui font que la partie de la population qui est sous la médiane, donc les 50% les moins riches, voit son niveau de vie augmenter. C'est probablement pas vrai pour les parties supérieures, pour les 2 déciles supérieurs de la population, mais pour les 8 déciles qui sont en dessous, c'est vrai. Et donc ça aussi, ça induit une situation où les gens disent, bon, oui, on est dans une situation de guerre, mais finalement, cette guerre, c'est l'âge d'or du salariat en Russie. Et quand je dis l'âge d'or du salariat, c'est pas une expression qui vient par hasard. Vous savez, on parlait d'âge d'or du salariat au moment de la peste noire. Quelque chose de dramatique. Mais pourtant, pour ceux qui survivaient, jamais les salaires n'avaient été aussi hauts au Moyen-Âge. Donc, il y a là, alors oui, on a des pertes. Le niveau réel de ces pertes, alors des morts, pour le coup, doit être de l'ordre de 70 000, 90 000. Bon. Medusa, qui est une ONG anti-Poutine, donne 66 000. Elle admet elle-même que c'est probablement sous-estimé. Bon, à travers d'autres calculs, on peut monter autour de 80 000, 90 000, mais c'est tout.
90 000 morts sur une population de 143 millions d'habitants, ça passe. Et par contre, pour des dizaines de millions de gens, ils ont aujourd'hui des niveaux de revenus qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de la Russie. Voilà. C'est aussi ça qui joue. Et le fait de ne pas avoir compris ça est l'une des erreurs les plus crasses et les plus stupides des analystes occidentaux. Il fallait regarder comment évoluaient les salaires. On a énormément de données là-dessus. Et on voit que depuis un an, les salaires ont monté de manière tout à fait étonnante. Par exemple, il y a des régions, en moyenne, le salaire nominal augmente d'environ 15%, l'inflation augmente de 7% ou de 7,5%. Donc ça veut dire que le salaire réel augmente d'environ 6,5-7%. Bon. Mais vous avez des régions où le salaire a augmenté de 22%. Alors, bien sûr, ce sont des régions d'industrie traditionnelle, d'industrie militaire. Bon, bien. Et concrètement, aujourd'hui, le chômage n'est plus du tout un problème. On est au plein emploi. Alors, oui, il y a 2,9% de chômeurs, mais il s'agit là d'un chômage purement frictionnel. Ce n'est pas un chômage de longue durée. C'est des gens qui quittent leur emploi, parce qu'ils regardent un emploi où ils ont des perspectives de se faire embaucher dans une autre entreprise qui paye mieux ou qui leur donne de meilleures conditions de travail, et qui, les quelques semaines où ils sont au chômage, s'inscrivent au chômage. C'est une situation qui renvoie, par exemple, à ce qu'était la situation de la population française en 1962, 1963, 1964. On était au plein emploi quasi absolu. Donc voilà, on est dans cette situation, et je vous dis, tout cela crée une forme de confiance dans le gouvernement. Alors, cette confiance n'exclut jamais des critiques locales. On peut dire, oui, c'est le gouvernement bien, mais tel gouverneur, il fait des conneries, tel maire, il fait des conneries. Oui, ça existe partout, ça. Bon, donc voilà, on est dans ce type de situation en Russie, et d'autant plus que l'opposition libérale occidentaliste a loupé le coche à deux égards. Premièrement, c'est toujours difficile quand on est dans une population qui est dans une logique de guerre de prendre position contre son pays. Bon, parfois il faut le faire, effectivement, mais ça pose toujours un problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est très difficile à partir de là de retrouver un mode d'ancrage par rapport à la population. Deuxième chose qui est encore plus importante, c'est qu'ils sont incapables d'articuler leur discours, par exemple, sur les libertés publiques. Oui, il y a beaucoup à dire sur la question des libertés publiques en Russie, mais ils sont incapables d'articuler ce discours avec un discours cohérent d'un point de vue économique. Donc, les gens se disent, oui, ils sont bien gentils de nous parler de démocratie, de droits de l'homme, mais ils veulent nous faire revenir en arrière d'un point de vue économique? Non, on n'est pas d'accord. Et tant que les oppositions en Russie n'arriveront pas à articuler ces différents thèmes, elles resteront très minoritaires. Alors, pour une opposition plus officielle, comme le KPRF, c'est un petit peu différent, c'est qu'il est en train de se faire préempter sur ses principaux terrains d'action par Poutine. Classiquement, un des thèmes du KPRF, c'est « on ne fait pas assez de social ». Vous prenez le dernier discours de Poutine qu'il a prononcé le 29 février, c'est quasiment le programme du KPRF. Là, ils vont avoir un vrai problème, si vous voulez. Donc, ils ne pourront se situer au mieux que comme une opposition de Sa Majesté. De dire, oui, là, quand vous n'êtes pas allé assez loin, mais globalement, ils ne pourront pas dire, on est radicalement contre vous. Puisque le pouvoir est en train d'intégrer dans ses propositions des choses qui étaient encore des propositions d'opposition il y a un an ou un an et demi. L'année 2023 aura vu un événement majeur,
Pendant que se produisait l'échec prévisible de la contre-offensive ukrainienne, les BRICS se sont élargis et ont accueilli 6 nouveaux membres. Que pensez-vous de ce basculement géopolitique? Est-ce qu'on a tendance à le surestimer ou à le sous-estimer en Occident? Et qu'est-ce qu'on peut envisager pour les prochaines années? Alors, bon, d'abord, pas 6 et 5, puisqu'il y a un membre, l'Argentine, finalement, n'a pas adhéré. Bon. Effectivement, les 5 autres ont adhéré. Alors oui, les BRICS sont aujourd'hui une organisation qui est en train de monter en puissance. Il y a d'ailleurs d'autres pays qui ont formulé une demande formelle d'adhésion, par exemple le Mexique, il y en a d'autres, et il est très probable qu'au prochain sommet des BRICS, qui aura lieu l'été prochain en Russie, cette fois-ci, on ait encore une nouvelle vague d'adhésion. Alors, 3, 4, 5, bon. Donc, globalement, les BRICS sont en train de monter en puissance. Et ils sont en train de monter en puissance parce que, aussi, c'est un point important, il y a toute une série de pays qui se détachent du système occidental et qui se disent, ben, peut-être que les BRICS sont capables de construire un nouveau système. Ça, on le verra, si vous voulez, avec le temps. Mais le simple fait que les BRICS soient porteurs de cet espoir-là leur attire évidemment énormément de sympathie dans les différents pays. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces sympathies jouent d'une certaine manière aussi pour la Russie, dans le sens où vous avez un pays comme l'Inde qui a voté la condamnation de la Russie aux Nations Unies, mais qui a refusé de voter les sanctions. Et qui donc se positionne, et c'est une position assez largement acceptée dans les pays de l'ancien tiers-monde, que dit voilà, peut-être que les Russes font des choses qui sont condamnables vis-à-vis de l'Ukraine, mais c'est un problème entre Russes et Ukrainiens. Ce n'est pas notre problème. Au mieux, c'est un problème qui est du ressort des Européens. Ce n'est pas notre problème. Nous avons d'autres problèmes qui sont des problèmes de développement, qui sont des problèmes d'enrichissement de la population. Et donc, on ne veut pas voir nos problèmes être pollués par les problèmes de l'Europe. Tant qu'on n'a pas compris que ce type de démarche est aujourd'hui très majoritaire dans le monde non occidental, on ne comprend pas l'opposition qui est en train de s'affirmer entre la partie occidentale du monde et le reste du monde. En réalité, c'est nous qui sommes en train de nous isoler, et je vais dire de nous isoler parce qu'on n'est pas capable de répondre justement à cette question-là, et ce n'est pas nous qui isolons les autres. Donc, il faudrait peut-être un petit peu qu'on arrive à se décentrer. Il y a plusieurs manières pour le faire, par exemple, de lire la presse en provenance de ces pays, de lire la presse indienne. Bon, il y a une presse de bonne qualité, elle. Il faudrait être capable de se décentrer pour comprendre aujourd'hui que l'espèce d'idéologie molle dans laquelle on mijote en Europe occidentale et plus ou moins aux États-Unis, elle est isolée par rapport au reste du monde. Et que cet isolement, quand on sait que la Chine est aujourd'hui la première puissance économique du monde, l'Inde la troisième, hein, elle est passée devant le Japon. Alors certes, elle est à la moitié de la capacité des États-Unis, mais elle monte à 6 ou 7% par an. Les États-Unis, au mieux, ils vont faire 1,5 de croissance, donc bon, etc. Et quand on voit que globalement, pour les années à venir, on prévoit une croissance de 7 à 8% pour l'Union européenne sur les 4 ans à venir, alors que les pays d'Asie affichent une croissance de 20%, et que le reste du monde de 11 à 12%, il faut peut-être que l'on réfléchisse à quelle est notre place réelle. Le problème n'est pas simplement que nous sommes en train de devenir une périphérie, mais c'est surtout que nous n'en avons pas conscience, que nous ne sommes pas capables d'aborder cette question franchement, et de se dire, oui, nous sommes en train de devenir une périphérie. Et ça, c'est un problème qui, à mon avis,
sera l'un des problèmes majeurs des 10 ou des 15 prochaines années. Jacques Sapir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.